messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce soir, décès d'un motocycliste dans un tragique accident. L'association des livreurs Tchak-Tchak, pas convaincue par le communiqué du ministère de l'Intérieur qui souligne que la victime tentait d'éviter un dispositif de la gendarmerie qui lui a valu la perte de contrôle de sa moto, version que réfute le président de l'association des livreurs Tchak-Tchak qui invite d'ailleurs les forces de l'ordre à plus de collaboration avec les conducteurs de moto. Seydina Alioune Fall que vous entendrez dans ce journal. Coup d'État au Niger, la CEDEAO prend des fortes mesures contre les putschistes. Le Sénégal compte appliquer les sanctions prises selon le ministre des Affaires étrangères. Aïssata Tall Sall précise que le Sénégal n'exclut pas d'envoyer des soldats. Vous l'entendrez tout à l'heure. Équipement militaire, la Marine nationale réceptionne son navire baptisé Wallo. Ce nouveau patrouilleur en haute mer est doté d'une technologie de dernière génération. Deux autres navires de la même série sont attendus d'ici le mois de mars, compte rendu à suivre. Émigration clandestine, les chiffres de la recrudescence révélés entre avril et juillet. 15 pirogues ont pris départ pour l'Europe avec 1535 personnes embarquées, dont 1237 passagers sénégalais. Ces chiffres sont du ministère des Sénégalais de l'extérieur qui donne également des précisions sur les points de départ des migrants. Les précisions à suivre dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. L'accident impliquant une moto de type scooter non immatriculée a entraîné un décès et un blessé. L'accident survenu ce mercredi au boulevard du Centenaire. Un communiqué du ministère de l'Intérieur a indiqué que les premiers éléments de l'enquête ont révélé que le conducteur a tenté d'éviter un dispositif de contrôle de la gendarmerie nationale, mais l'association des livreurs en moto n'est pas convaincue par cette version. Son président déplore et appelle les forces de défense à une meilleure collaboration afin d'éviter les relations heurtées entre les forces de sécurité et les conducteurs de moto Tchak-Tchak. Seydina Alioune Fall était l'invité de Kenou Askanui. Écoutons le micro de Elhaj Malik Sissé. C'est un acte qu'on n'apprécie pas. Si un gendarme ou un policier arrête un conducteur de deux roues, il n'a qu'à respecter les normes sociales qu'il faut. Vraiment, nous n'aimerons que ça s'arrête. Et les autorités doivent prendre ces genres de dispositifs ou bien ces genres d'engagement pour arrêter ces genres de choses-là. Parce qu'on n'apprécie pas ça, vraiment. Déjà, nous sommes en train de mener des actions très prépondérantes. On a pas mal de solutions proposées aux autorités étatiques. Mais c'est à eux. C'est à eux de venir nous aider. Ils ne veulent pas nous aider. Parce qu'il y a des conducteurs de deux roues qui ne sont pas en règle. Ceux, ils ont eu un manquement de papier. D'autres n'ont pas de papier complet. Donc ce que je propose, les autorités doivent venir les aider et les encadrer, de leur faire une formation professionnelle et d'assainir le métier. L'État aussi doit faire des efforts, essayer de diminuer le prix de la carte grise, de diminuer aussi le prix des permis de conduire, ou bien de nous donner des propositions pour que tous les conducteurs de deux roues doivent avoir une même norme et une même solution. Et pendant ce temps, le gouvernement persiste et signe. Le bus Tata attaqué par des manifestants à coups de cocktail Molotov a fait 7 victimes, 2 morts et 5 blessés graves. Face à la presse ce matin, le porte-parole du gouvernement a révélé l'identité des blessés. Et pour les morts, l'identification n'est pas encore possible, souligne-t-il. Il s'est également prononcé sur la dissolution du parti PASTEF. C'est un compte-rendu signé Mamsé Noboubabou. Le ministre porte-parole du gouvernement apporte des éclaircissements pour taire les polémiques suite à l'attaque au cocktail Molotov du bus Tata de la ligne 65. Ce sont 7 victimes, dont 2 décédés, 2 corps sans vie. Les corps ne sont pas encore identifiables parce qu'ils sont complètement calcinés. Nous avons pu, selon le gouverneur de Dakar et l'hôpital départemental, l'hôpital Dalal Jamm, identifier le sexe de l'une des victimes décédées. Donc on sait que l'une des victimes est une femme, l'autre nous ne savons pas encore parce que les corps sont complètement calcinés. S'agissant des 5 blessés graves, des brûlés, nous avons les identités.
La dissolution du parti PASTEF a été également au menu de cette rencontre du gouvernement avec la presse. Abdoukarim Fofana charge les membres de PASTEF et les prend pour responsables de tous les morts enregistrés depuis 2021. Vous avez vu depuis 2021 un nombre d'appels à l'insurrection, une promotion de la violence qui n'a jamais existé au Sénégal. D'ailleurs, il faut le noter. Entre 2021 et 2021 et 2023, en 2 ans, PASTEF, son organisation, les appels à l'insurrection ont fait plus de morts que toute l'histoire politique du Sénégal, de 1960 à 2023. On n'a jamais eu autant de morts, autant de manifestations. Aïssata Tall Sall, pour sa part, enfile sa robe d'avocate pour défendre le gouvernement et expliquer l'arrestation tardive de Ousmane Sonko. On avait le procès Adji Sarr qui ne s'était même pas ouvert. On n'en était qu'aux accusations d'Adji Sarr. On s'est dit, ce n'est pas le moment de jouer ce jeu-là. On a 10 ans pour le faire. Quand tout s'éclaircira sur le plan judiciaire entre ces 2 personnes privées et M. Ousmane Sonko, à ce moment-là, le procureur, s'il le souhaite, pourra intervenir. Autre question d'actualité abordée, l'interdiction répétée des manifestations de l'opposition, l'arrestation de Pape Alé Niang, mais aussi la présence de Juan Branco en terre sénégalaise. Et après l'attaque d'un bus AFTU, la rédaction a donné la parole aux receveurs qui, par leurs témoignages authentiques, nous révèlent les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. Ceux rencontrés au garage du marché Petersen ont évoqué leurs craintes et préoccupations quant à leur sécurité dans un contexte de manifestation. C'est un reportage d'Aïssatou Kane et Augustin Manda. Situé à proximité du marché, ce garage de bus AFTU abrite une flotte de véhicules de transport public. Un des receveurs fait partie de son sentiment d'insécurité lors de ses missions à bord des bus. Nous ne sommes pas en sécurité. À chaque occasion, nous sommes les premiers à être confrontés aux attaques. En 2021, j'ai personnellement été victime d'une agression sur la VDN et j'ai été pris en charge en urgence. Au quotidien, les receveurs font face à des incidents potentiellement dangereux tels que des confrontations avec des passagers agressifs ou des tentatives de vol à l'intérieur des véhicules, évoque Ahmad Nouy. Lorsqu'il y a des infractions, nous sommes les premiers visés. Les guichets sont attaqués et il nous est difficile de nous en échapper. Un de mes collègues a subi une agression violente avec une machette, ce qui lui a causé des blessures graves sans qu'il ne bénéficie d'un suivi médical adéquat. Malheureusement, les mesures de sécurité actuellement en place ne suffisent pas à garantir leur protection personnelle. Nous sommes complètement démunis en termes de protection. Aucune voiture ne nous dépose et nous devons nous débrouiller pour rentrer. Beaucoup d'entre nous restent avec leur versement, exposant ainsi leur vie. Une chose est sûre, ces receveurs sont fermement convaincus qu'ils ne peuvent pas garantir leur propre sécurité. Nous ne pouvons prendre aucune mesure et malgré notre présence au travail, les risques demeurent. De plus, en cas d'incendie, les extincteurs ne nous sont d'aucune grande aide. La solution dépend de l'État car c'est à lui de veiller à notre sécurité. Il est essentiel que les forces de défense et de sécurité soient toujours présentes dans la rue pour assurer notre protection. Ces receveurs suggèrent des mesures supplémentaires afin d'assurer un environnement de travail plus sécurisé et de protéger adéquatement les employés contre tout danger potentiel. Incendie des bus Tata, toujours cette fois-ci à Thiès. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement est allé à la rencontre des propriétaires des 3 bus brûlés mardi dernier. Selon lui, toute la lumière sera faite sur ces actes. Mansour Faye, que je vous propose d'écouter au micro d'Isidore Alexandre Sen. Par rapport aux événements vécus hier, plutôt avant-hier, donc la nuit du mardi au mercredi, mais aussi dans la journée du mardi, suite aux attentats perpétrés donc, à l'endroit du système de transport AFTU. Et c'est l'occasion pour moi de présenter encore une fois les condoléances du chef de l'État à l'endroit des victimes décédées à la suite donc, de l'attaque
du bus au niveau de Yarach à Dakar. Présenter donc toutes les condoléances à l'endroit des familles, mais aussi souhaiter un prompt rétablissement des blessés. Nous l'avons tous constaté, c'est un attentat qui avait été, en tout cas, organisé et perpétré à l'endroit de ce transport public. Des actes criminels, organisés, planifiés et exécutés. C'est le lieu de dénoncer, en tout cas, de tels comportements. Mais ce qui est important, c'est encore une fois de réitérer la position de l'État. L'État restera debout et ne se laissera aucunement ébranlé par de telles pratiques. Puisque l'objectif recherché au-delà de l'attentat, c'était de faire en sorte que l'économie du pays soit arrêtée par le transport, mais aussi par d'autres actes. Mais l'affirmation faite par les acteurs du transport est une affirmation de haute facture et ont montré ces acteurs qui sont là debout pour que l'économie ne soit pas arrêtée. Également dans l'actualité, Ousmane Sonko en détention depuis 5 jours. Ses proches s'inquiètent de son état de santé suite à sa grève de la faim. Le député Ismaïla Diallo met en garde l'État du Sénégal. Selon lui, tout ce qui lui arrivera sera de l'entière responsabilité de l'État. S'agissant des nouvelles de l'opposant, le parlementaire affirme que tous ses proches se sont vus refuser le permis de visite. Ismaïla Diallo, que je vous propose d'écouter au micro d'Aluso. Le président Ousmane Sonko, en allant en prison, il était en très bonne santé. En ce moment-là, c'est son 5e jour de jet et nous constatons qu'en ce moment, moi en tant que praticien, nous constatons que ces constantes sont en baisse. Donc vous pouvez voir que normalement aujourd'hui, sa tension risque d'être en baisse. On peut constater qu'aujourd'hui, sa glycémie risque d'être en baisse. Donc, nous, en tout cas, tout ce qui arrivera au président Ousmane Sonko, que l'État sache que c'est de sa responsabilité. Je ne peux pas le dire, parce que depuis lors, déjà je vois le député Guy Maïssa dire qu'on nous empêche d'avoir des permis pour le rendre visite. Donc déjà, c'est anormal. Quelqu'un qui est arrêté et qui est en prison a le droit d'avoir ses visites quotidiennes. À noter que le député Ismaïla Diallo s'exprimait en marge de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale et la séance plénière portant vote de la modification du code électoral qui se tiendra finalement après demain, c'est-à-dire samedi. Manifestation contre l'arrestation d'Ousmane Sonko à Thiès. Des étudiants exigent la libération de leurs camarades arrêtés. Au nombre de 4, ces étudiants de l'université Iba Der Thiam sont accusés d'association de malfaiteurs et destruction de biens publics faux selon la commission sociale de l'amicale de l'UIDT qui a fait face à la presse aujourd'hui pour exiger la libération sans condition de leurs camarades. C'est un compte rendu d'Isidore Alexandre Sen. Au moment où certains étudiants sont en train de plier bagages pour allier leurs régions respectives, beaucoup n'entendent pas quitter le campus sans obtenir la libération de leurs camarades. On les a taxés d'association de malfaiteurs. Quand on parle d'étudiants, vous parlez d'association de malfaiteurs. Quelqu'un qui n'a même pas du temps, quelqu'un qui est là censé apprendre ses cours, il me parle d'association de malfaiteurs. Vous avez vu même la situation de notre université, la quiétude qui est là. Est-ce qu'il y a un bien qu'on a détruit ici? Vous l'avez vu par vous-même. On réclame immédiatement et sans négociation de libération parce qu'on ne peut pas partir sans eux. Hier, ils ont été entendus par le procureur. On attend jusqu'à présent, mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien de précis. On n'a aucune information possible sur leur situation. Parmi les pensionnaires de l'UIDT qui sont appréhendés, une fille. Ses camarades restent sensibles à sa situation. Nous sommes là venus pour que nos étudiants qui ont été arrêtés
dans le cadre d'une, je ne sais pas, manifestation, soient libérés dans les plus brefs délais. On est là venu dans le calme et la sérénité pour que nos étudiants-là puissent être libérés. On devait rentrer, mais personne ne peut rentrer au fait, surtout nous les concernés. On ne peut pas rentrer sachant que nos camarades ont été arrêtés. On ne peut pas le faire. Une de nos camarades de classe, notamment Rokaya Fana Sankare, a été arrêtée. On ne peut pas dormir. Selon la commission sociale, les forces de l'ordre n'ont pas respecté les franchises universitaires. Et il y a une fille qui a même piqué une crise. On l'a eu à amener à l'hôpital régional et ensuite retourner au niveau de 10e. Pour rappel, suite à l'emprisonnement de Ousmane Sonko, certains étudiants ont manifesté leur désaccord en brûlant des pneus, en plus d'avoir bloqué pendant une vingtaine de minutes la circulation des véhicules au niveau de la voie de contournement nord de Thiès. Et je vous l'annonçais dans les titres, la Marine nationale se dote d'un nouveau patrouilleur en haute mer baptisé Wallo. Cet équipement militaire entre dans le cadre du renforcement de ses capacités opérationnelles. Ce navire réceptionné ce matin constitue le premier navire de cette série. D'ailleurs, 2 autres de la même série sont attendus d'ici le mois de mars prochain. Ce fleuron réceptionné aujourd'hui à la base navale Faye Gassama est doté d'une technologie de dernière génération. Plus de précisions dans ce compte-rendu signé Amadou Bari et Sidignan. C'est une acquisition de taille enrichissant ainsi la flotte de la Marine nationale. Un véritable motif de fierté pour l'état-major de la Marine dans un moment charnière de veille de l'exploitation des hydrocarbures, a magnifié le président de la République. Il est essentiel en effet pour un pays côtier comme le nôtre, dont l'économie dépend fortement de la mer, que la Marine nationale soit dotée des meilleures capacités opérationnelles et logistiques pour la protection de nos richesses naturelles, surtout dans la perspective de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, mais également pour la lutte contre la criminalité en mer. Doté de moyens de dernière génération, le dernier né de la flotte marine est équipé d'une technologie de pointe permettant d'être opérationnel à toutes les circonstances selon le chef de l'État. Qu'il est outillé pour accomplir à la fois des missions de combat naval et des tâches régaliennes de l'État en mer. Le Wallo est en effet doté de missiles anti-surface et anti-aériens, d'une artillerie embarquée et de moyens de surveillance et de défense à vue de dernière génération. Ce patrouilleur lance-missiles commandé en 2020 et livré à date échue aura plusieurs fonctions. Il pourra patrouiller au-delà des côtes sénégalaises. C'est félicité Macky Sall. Sa capacité d'endurance lui permet de mener avec efficacité une surveillance en profondeur des approches maritimes et de patrouiller partout dans le golfe de Guinée, de Dakar à Luanda, permettant ainsi de contribuer à l'effort régional de sécurité maritime collective. Avec ses embarcations rapides, le Wallo est en mesure d'effectuer des missions de sécurisation des plateformes pétrolières et gazières offshore, de lutte contre la piraterie et autres trafics illicites, ainsi que des actions de recherche et de sauvetage en mer, a-t-il ajouté. Les 2 autres navires de la commande sont attendus d'ici au mois de mars prochain, conformément aux engagements pris avec le constructeur. Également dans l'actualité, le ministère des Affaires étrangères révèle les chiffres de l'immigration clandestine. Dr Annette Seck, ministre chargée des Sénégalais de l'extérieur, s'est prononcée sur la recrudescence de ce phénomène. D'après elle, entre avril et juillet, 15 pirogues ont pris départ pour l'Europe. 1535 personnes embarquées, dont 1237 passagers d'origine sénégalaise. Ces propos sont recueillis par Mme Seynabou Babou et Moussa Fall. Entre le mois d'avril et le mois de juillet, nous avons 15 pirogues ont été arraisonnées dans les eaux territoriales marocaines, soit 1535 personnes, avec 1237 passagers d'origine sénégalaise. Entre-temps, donc, entre avril et juillet, nous avons
rapatrié 970 personnes. Hein. Et en ce moment, nous avons encore, donc je dis bien 970 personnes, et en ce moment, nous avons encore 190 personnes qui sont encore à Dakhla, parce que après ce rapatriement de 428 personnes, 2 autres pirogues sont arrivées, l'une avec 74 personnes et l'autre avec 114 personnes. Alors, les zones de départ que nous avons pu relever, c'est Saint-Louis, Rufisque, Mbour, Diourbel, Kayar et Abéné-Kafountine. Pour l'heure, on a entendu parler dans la presse de Fass Boye, mais nous n'avons pas eu d'informations concernant une pirogue venant de Fass Boye. Et puis, la Direction générale de la planification et des politiques économiques a organisé un CRD de partage à la gouvernance de Matam sur l'élaboration du plan d'action prioritaire du PSE. La part de cette région dans cette phase 3 du plan Sénégal émergent a été au cœur des échanges. Le compte-rendu d'Alpha Oumar Diallo. La Direction générale de la planification et des politiques économiques était à Matam pour une rencontre de partage avec des acteurs territoriaux dans le cadre de l'élaboration du plan d'action prioritaire PAP 3 2024-2028 du PSE. Pour cette troisième phase du plan Sénégal émergent, le directeur de la planification, Cheikh Mody Thiam, est revenu sur la part réservée à Matam. Ce qui sera la part réservée à la région de Matam a été discuté avec les acteurs parce que il y a eu un conseil présidentiel, il y a eu également la conférence territoriale, toutes choses qui ont été les socles pour l'élaboration des projets, programmes et réformes proposés par la région de Matam. Et ces documents, mais également ces projets, programmes et réformes seront incorporés dans le PAP pour avoir un PAP au niveau national. Malgré les efforts consentis par l'État du Sénégal, il y a encore des défis à relever dans cette partie nord du pays. Nous considérons que la région de Matam a 2 mamelles. Il s'agit bien sûr de l'agriculture et l'élevage. Et sur ce point, des efforts doivent être consentis en termes de mécanisation, en termes de maîtrise de l'eau, en termes vraiment de mise en place d'unités de transformation. Au-delà de l'agriculture et de l'élevage, nous pensons aussi que vraiment des investissements doivent être consentis dans le secteur de la sécurité. Nous sommes dans une région transfrontalière et aussi bien pour ce qui concerne le Dandemayo que le Ferlo ou encore le Djeri, il y a encore des efforts à faire dans ce sens en termes de maillage sécuritaire. Si le plan d'action prioritaire 2024-2028 du PSE est en phase d'élaboration, les populations demandent l'accélération des projets déjà pris en compte dans d'autres programmes sectoriels tels que le désenclavement de la route de Dandemayo, l'aéroport régional de Ourossogui et l'université Souleymane Niang de Matam. Des projets qui pourraient booster le développement socio-économique de la région. Coup d'État au Niger, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que le Sénégal va appliquer les sanctions prises par la CEDEAO à l'endroit du Niger suite au coup d'État orchestré par des militaires. Selon Maître Aïssata Tall Sall, nos soldats seront même envoyés dans ce pays. Les précisions de la ministre que je vous propose d'écouter. Est-ce que nos soldats vont y aller? D'abord, dire pourquoi nos soldats doivent y aller. Ils doivent y aller pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s'appelle la CEDEAO. Et le Sénégal a une signature internationale. Il ne peut pas être membre de la CEDEAO et se soustraire aux décisions que la CEDEAO au sommet des chefs d'État prend. Et le Sénégal est un membre éminent de cette organisation communautaire. La deuxième, c'est que la conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va. Maintenant, j'avais pensé que vous alliez me demander pourquoi on ne l'a pas fait pour Mali, pourquoi on ne l'a pas fait pour Guinée, pourquoi on ne l'a pas fait pour Burkina et pourquoi on le fait pour Niger. Si je donne une réponse simple, je dis parce que c'est le coup de trop. Mais si je donne la vraie réponse, c'est parce que la CEDEAO a voulu éprouver sa patience et son dispositif jusqu'au bout. En négociant des transitions avec le Mali, en négociant une transition avec la Guinée, en négociant une transition avec le Burkina, pour leur dire, vous avez pris le pouvoir pour de mauvaises raisons. Parce que rappelez-vous, que nous disent ces jeunes pour prendre le pouvoir, nous voulons mettre fin à l'insécurité.
Et pendant ce temps, l'ONG Trust Africa, en relation avec des organisations du continent, a procédé ce mercredi à l'ouverture de la 4e conférence africaine sur la philanthropie. Pour cette édition, il est surtout question d'impulser une dynamique de changement visant à rendre cette action plus efficiente. Des artistes panafricains comme Baba Mal et le sud-africain Deita ont pris part à la cérémonie d'ouverture. C'est un compte rendu de Muntaga Khan. C'est la première fois qu'un pays francophone accueille la conférence africaine sur la philanthropie et les organisateurs ont tenu à imprimer une marque culturelle à cet événement. La voix mélodieuse de Baba Mal en a donné le ton. Durant 3 jours, les grosses pointures de la philanthropie africaine devront mener des réflexions devant permettre à hausser les impacts de leurs actions. Une réflexion très profonde et des conclusions très pratiques sur comment engager la philanthropie dans une réflexion pour trouver une meilleure manière d'accompagner les mouvements sociaux, d'accompagner le changement social en Afrique, pour faire en sorte que tous les problèmes auxquels on est confronté, on puisse s'y atteler et que la philanthropie puisse trouver le bon filon pour travailler avec les communautés, pour travailler avec la société civile, pour travailler avec les gouvernements, pour travailler avec le privé. Le ministre des Affaires étrangères qui a présidé la cérémonie n'a pas manqué de préciser que le philanthrope doit se conformer aux règles d'éthique. Être propre, gagner sa vie et être un philanthrope, oui, mais être un voleur pour être un philanthrope, certainement que c'est non, on ne l'acceptera pas. L'artiste sud-africaine Deita a accompagné Baba Mal dans son envolée et ça n'a pas laissé le public indifférent. Et sur ces notes culturelles, parlons de ces jeunes artistes, chanteurs qui se font de plus en plus un nom dans la sphère musicale sénégalaise. On peut citer Vigie, Baymas, H The Best, entre autres, des jeunes hommes et femmes qui ont pu se faire leur public, même si parfois les sons ne véhiculent pas de message particulier. Mais force est de constater que les goûts musicaux ne se discutent pas. C'est un reportage de Mamadou Dian et Augustin Mandan. Khadi et Mariama, toutes les deux étudiantes en mode relax, se baladent sur la corniche de Dakar en cette période de vacances. Elles s'amusent sur des balançoires face à la mer. La musique en sourdine, Mariama n'écoute que le phénomène Vigie. D'ailleurs, elle préfère le titre. La jeune étudiante jette son dévolu sur Vigie. La raison est simple pour Khadi. C'est un artiste de ma génération. Sa musique est rythmée. Si certains ont du mal à comprendre les paroles de l'artiste, Khadi, elle, dit saisir son message. En plus de ce phénomène sur le playlist de Khadi, d'autres artistes de sa génération. Mariama, sa copine, vit au rythme d'un répertoire qui a traversé des générations. Omar Pène, c'est mon chanteur préféré. Son répertoire déborde de titres du leader du Super Diamono. Mon répertoire est rempli de ces titres. Mariama, passionnée de la musique d'Omar Pène, la puissance des messages du lead vocal du Super Diamono accroche l'étudiante. À travers chacun de ces titres, on entend des messages très forts. Omar Pène a tout chanté. À l'image de ces étudiantes sur des balançoires tout en écoutant Vigie ou Omar Pène, la jeune génération de mélomanes vit au rythme des mélodies des jeunes et anciens artistes. Tantôt la balance penche pour l'ambiance, tantôt
pour les paroles. Et c'est sur ces mélodies que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.